Nous sommes au Nigeria. L'entreprise Free recycle 500 000 pneus par jour et est l'une des premières entreprises de recyclage de pneus. Pour commencer à découper et à broyer le caoutchouc en briques destinées aux aires de jeu et aux trottoirs, les ouvriers tirent d'abord le fil-point, le matériau qui reste ensuite est plus souple et plus élastique. L'entreprise Free Recycle a été fondée par Ifedolapo Nsevoué en 2018. Sur son site, plus d'1 million de pneus sont empilés, mais ce n'est là qu'une petite partie du problème. Chaque année, près d'1 milliard de pneus sont jetés. Dans la plupart des pays, ils s'accumulent simplement dans des décharges contrôlées, car le recyclage devient coûteux et complexe. Ces amas peuvent contribuer au développement du paludisme au Nigeria, car l'eau stagnante s'accumule dans les pneus, servant de terrain fertile aux moustiques. Plus de la moitié des voitures du pays sont concentrées dans les lacs et leur environ, la plus grande métropole du Nigeria. Les vieux pneus finiront très probablement entre les mains d'un garagiste comme Samuel. Tous les pneus qu'il ne peut pas réparer, il les garde et les vend à Free Recycle. Pour chaque pneu récupéré, Samuel et les autres commerçants reçoivent environ 30 centimes. Le chargement d'aujourd'hui sera stocké sur le parking derrière l'usine Free Recycle, qui s'étend sur une superficie de 1 hectare. Personne n'aurait imaginé qu'Ifedolapo parviendrait à transformer un tas de pneus en argent lorsqu'elle s'apprêtait à ouvrir l'entreprise. D'autres trouvaient cela fou. Pourtant, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 100 personnes dans son équipe et ne perçoit que 16 centimes pour chaque pneu recyclé. En octobre 2022, le premier pneu a été recyclé. La première tâche consiste à extraire les fils d'acier immergés dans le caoutchouc. Le déboîtier, une machine qui retire les talons en une vingtaine de secondes, a été l'un de ses premiers investissements. Les pneus passent ensuite dans un broyeur, qui les divise en 4 ou 5 morceaux faciles à manipuler. L'entreprise traite environ 150 pneus de voiture par heure. Cependant, les pneus sont difficiles à recycler pour les mêmes raisons qui les rendent durables. Et la meuleuse de pneus installée sur le site, autour des lacs, déchire les pneus. Dans des tambours, ils sont broyés en morceaux encore plus petits. Les restes sont balayés par les ouvriers vers une ponceuse vibrante, et de grands aspirateurs purifient l'air de la poussière de caoutchouc. Les petits fragments, d'un maximum de 5 mm, passent à travers la ponceuse, tandis que les plus gros retournent dans le processus et sont soumis à un broyage plus poussé. Les fragments métalliques restants sont éliminés par des fils. Il s'agit des fibres de renfort, souvent en nylon, en plastique ou en autres matériaux synthétiques. Et il ne reste plus que le caoutchouc. La dernière ponceuse vibrante le sépare en 2 tailles, des granulés de 3 à 5 mm, suffisamment résistants pour être utilisés comme revêtement de chaussée, et une poudre plus douce, idéale pour les aires de jeu et les terrains de sport. Les granulés de caoutchouc sont ensuite triturés dans des mélangeurs chauds. Pour assurer la cohésion du tout, un agglutinant polyuréthane est utilisé. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver la proportion idéale pour fonctionner dans le climat tropical de la savane nigériane. Ce qui fonctionne, par exemple, en Europe, ne fonctionne pas ici en termes de combinaison ou de formulation. Il suffit de trouver la méthode la plus efficace. La couleur est modifiée à l'aide de colorants. Le mélange coloré est d'abord ajouté au moule en fine couche. Le reste de la brique est ensuite rempli d'un mélange de caoutchouc non coloré, ce qui réduit le coût du produit. Elle est ensuite pressée manuellement et placée sur des plateaux. Elle est ensuite séchée au four pendant 8 heures. En raison de l'instabilité du système électrique nigérian, l'entreprise est contrainte de produire elle-même la majeure partie de son énergie. 80% de notre électricité est produite en interne grâce à des générateurs diesel. Les pavés secs sont démoulés par les ouvriers. En une journée, ils produisent presque assez de matière pour recouvrir un court de tennis entier. Chaque pneu produit environ 25 briques de caoutchouc en forme d'os de chien. Elles peuvent désormais être expédiées. Le recyclage des pneus représente un marché mondial de 12 milliards de dollars. La plupart sont recyclés, et une grande partie est brûlée pour produire de l'énergie dans les avions Cessna et Trapezius, en Europe et au Japon. Le carburant utilisé pour les pneus brûle plus proprement que le charbon et est moins cher que le gaz naturel. Cependant, en termes d'émissions, il n'est pas en reste par rapport aux autres combustibles fossiles. Une autre méthode, la pyrolyse, consiste à chauffer les pneus à très haute température en l'absence d'oxygène. Les défenseurs de cette méthode affirment qu'il s'agit de la méthode la plus écologique pour recycler les matériaux. Cependant, les coûts énergétiques élevés réduisent la rentabilité de l'entreprise. Un tiers des pneus recyclés sont utilisés par Epicorp mais de Noa pour couvrir les toits des jardins ou pour fabriquer de nouveaux sols pour les aires de jeu et les zones résidentielles. Lorsque, au XIXe siècle, Charles Goodyear mit accidentellement du caoutchouc traité au soufre dans un four, il découvrit la vulcanisation,
Une méthode permettant de durcir le matériau. Cela renforçait le caoutchouc et augmentait sa résistance aux températures élevées, ce qui était précisément ce dont les pneus de voiture avaient besoin. Au début du XXe siècle, la production de caoutchouc connut une explosion, car de plus en plus d'Américains se mirent à conduire des voitures. La majeure partie du caoutchouc était produite par des plantations d'Asie du Sud-Est. Par la suite, les Alliés eurent besoin de beaucoup de caoutchouc pour la production de camions, de voitures et d'avions, utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le caoutchouc synthétique a été créé pour répondre aux exigences de l'Ekimo WC, obligeant ses principaux producteurs à trouver d'autres sources d'approvisionnement. Pour accroître leur durabilité, les pneus modernes sont fabriqués à partir d'un mélange de caoutchouc synthétique et naturel, renforcé de fibres plastiques et métalliques. Cependant, malgré leur durabilité, ils finissent par s'user et le caoutchouc usé s'accumule rapidement. À la fin du XXe siècle, plus d'1 milliard de vieux pneus étaient accumulés aux États-Unis. Ils peuvent pratiquement flotter à la surface des glissements de terrain, laisser échapper des toxines et retenir des gaz, comme le méthane. De plus, ils brûlent très facilement. Dans le Colorado, en 1987, environ 12 hectares de pneus ont pris feu. Il a fallu plus d'une semaine pour les éteindre, et cet événement a sensibilisé tout le pays à ce type de déchets. Quelques années plus tard, une loi favorisant l'émergence de nouvelles entreprises de recyclage de pneus a été approuvée dans tous les États, sauf 2. D'ici 2021, l'ESRIEA a réduit le nombre de pneus stockés à 50 millions. Actuellement, un tiers des pneus mis au rebut aux États-Unis sont brûlés dans les usines de papier et les cimenteries, et un autre tiers est recyclé dans des revêtements en caoutchouc, comme le gazon artificiel. Moins de 20% de cette quantité finit dans des décharges. Cependant, les déchets de pneus deviennent un problème de plus en plus grave dans les pays en développement, comme le Nigeria. Dans les classements mondiaux en matière de développement durable et de recyclage, ce pays se situe 10% en dessous. L'entreprise Free Recycle souhaite toutefois remédier à cette situation. Dans les lacs, les pavés playground, comme celui-ci dans une école internationale, sont le produit le plus vendu de Free Recycle. Nous sommes satisfaits de leur service. Le produit est efficace. Les enfants peuvent sauter de joie sur le caoutchouc épais, ce qui facilite également l'agrandissement et la réparation. Il suffit de le retirer et de le remplacer lors de l'ajout de nouvelles structures ou de nouveaux services. Free Recycle souhaite fermer toutes les décharges de pneus au Nigeria, mais pour l'instant, le flux de déchets est en constante augmentation. Ce n'est pas la seule préoccupation de Fedolapo. Chaque année, plus de 50 milliards de tonnes de sable sont utilisées dans le monde. Imaginez, même la très riche Dubaï importe du sable. Oui, au milieu du désert et des dunes, il achète en Australie. Pourquoi? Parce que le sable local est trop fin. Imaginez maintenant des broyeurs géants qui abattent des montagnes. Créer des plages. Ici, rien n'est ce qu'il paraît. Du vieux rocher au paradis artificiel. Comment les orlas milliardaires sont-ils créés à partir de poussière? Et quel secret technologique se cache dans chaque poignée de sable? En regardant jusqu'au bout, vous découvrirez ce que cachent même les constructeurs d'élite. Dubaï importe du sable d'Australie, d'Inde et d'Iran, mais le crée principalement artificiellement à partir de gravier, de granit ou de résidus calcaires. En raison des particularités de son environnement naturel, le sable du désert local présente un diamètre de grain moyen d'environ 0,15 mm, très fin et rond, permettant de créer des plages stables. À titre de comparaison, la fraction idéale de sable artificiel utilisée à Dubaï présente une granulométrie allant jusqu'à 2 mm. Cela favorise une meilleure adhérence entre les particules, la stabilité du littoral et une sensation de confort sous les pieds. Dans les immenses carrières situées autour de la ville, la vie bat son plein, même si elle ne ressemble en rien à la vie au sens habituel du terme, là où les forces de la nature s'arrêtaient autrefois brusquement. Aujourd'hui, hommes et machines collaborent, cherchant à modifier la forme et le contenu de la roche. De lourdes pelleteuses, telles les gueules métalliques des anciens titans, rongent lentement et impétueusement des blocs de calcaire et de granit restés immobiles pendant des années, recouverts de poussière et du calme du temps. Ces machines géantes, aux pattes puissantes, découpent d'épaisses couches de roches, extrayant des éclats et des pierres de taille gigantesque. Le bruit des moteurs emplit l'air d'un fracas assourdissant qui brise le silence de la carrière, tel un orage déferlant sur les montagnes. Les masses rocheuses, qui ont résisté pendant des millénaires aux tremblements de terre et aux pluies, semblent désormais vulnérables sous la pression des mâchoires de métal. Ces mâchoires, plus grandes qu'un homme, compriment et libèrent la roche en rythme, tels des dents gigantesques qui dévorent la montagne pas à pas sous leur pression incessante. D'énormes morceaux de roche se désagrègent en fragments de plus en plus petits. Les excavatrices travaillent avec une précision brutale.
Elle brise les blocs de telle manière que même les rochers de la taille d'une personne ne restent que des fragments de quelques dizaines de centimètres, que l'on peut déjà saisir dans les mains. Ces fragments ne quittent pas la chaîne de production, mais sont immédiatement envoyés à l'étape suivante, vers les rotors et les marteaux, qui les brisent et les broient sans cesse, tels des couteaux coupant le bois, réduisant la fraction de pierre à la taille de grains de sable. Les moteurs de ces machines rugissent et bourdonnent avec une telle puissance que parfois, à l'oreille humaine, il semble que les roches elles-mêmes protestent contre leur transformation. Le granit se fissure sous la pression, se brisant avec un son aigu caractéristique, tandis que le calcaire, plus fragile et rugueux, se désagrège comme du vieux bois sous les coups des machines. Les fines particules, arrachées à la masse principale, forment une poussière qui s'élève au-dessus de la carrière. Ce processus de broyage extraordinaire se poursuit sans interruption, jusqu'à ce que la masse de pierre reste une masse continue de grains fins et uniformes, un véritable grès. La taille de ces grains, de 2 à 10 mm, est précisément celle nécessaire au traitement ultérieur et à la formation du sable artificiel. Ces grains passent facilement d'une main à l'autre, ressentant leur rugosité et leur poids, leur dureté et leur froideur. Ils sont le résultat d'une transformation longue et complexe d'un minéral naturel, d'une roche immobile à une matière fine, capable de donner aux plages de Dubaï leur texture unique. Le sable obtenu après le broyage primaire est plus fin et tamisé. Les machines effectuent une sélection extrêmement précise, ne conservant que les grains de taille idéale, parfaitement adaptés à la création de plages artificielles. Les grosses particules, susceptibles de perturber l'uniformité de la couverture et de rendre l'application difficile, ne sont pas traitées plus avant. Elles sont automatiquement redirigées vers un cycle de broyage supplémentaire, où de puissants marteaux ou broyeurs à rotor attaquent à nouveau les pierres, réduisant ainsi leur fraction. En revanche, les fractions fines, qui ressemblent à de la poussière ou à de très petites particules de pierre, sont immédiatement séparées du site. Elles sont inutiles pour ce type de travail, car elles ne sont pas suffisamment stables et ne confèrent pas la texture nécessaire au sable de plage. Elles sont stockées dans des conteneurs séparés ou réintégrées au cycle de production pour un traitement ultérieur ou une utilisation dans d'autres zones. Malgré l'intensité et l'automatisation du processus, les ouvriers restent vigilants. Ils sont attentifs aux moindres variations, car un seul grain de pierre arraché, non conforme aux normes établies, peut gâcher l'aspect final de la plage ou dégrader la qualité du matériau. Ces particules étranges peuvent créer des sensations désagréables ou donner une surface irrégulière. Dès que le sable forme une masse homogène, il est immergé dans un environnement humide. Le lavage élimine la poussière, l'argile et les impuretés. Vient ensuite une nouvelle étape, le séchage, afin qu'aucune goutte d'eau ne vienne gêner le transport. Les laboratoires vérifient chaque lot, sa concentration, la composition de chaque lot, l'absence de substances susceptibles de perturber l'aspect ou la texture de l'eau de mer. Ce n'est qu'après que toutes les machines ont terminé leur travail et que les spécialistes ont signé les documents que de longues plateformes transportent des sacs et des tonnes de sable vers la mer. Là, il attend une nouvelle métamorphose. Des équipements spéciaux, tels que des brancards ou des camions, déversent le sable en couches sur les zones préparées, là où le drainage a déjà été installé, le sol compacté et où tout attend la nouvelle couverture. Ensuite, des rouleaux lourds et des vibrateurs rendent le sable dense et élastique, alignant chaque grain pour qu'il reste ferme même sous les vagues. Si nécessaire, des coquillages concassés, des fragments de corail et des minéraux sont ajoutés pour donner de la tonalité ou équilibrer la température. À certains endroits, on y ajoute même des fragments de biopolymères, afin que les fines particules ne soient pas emportées par le vent.